Donc, sur ce, je pense qu'on va écouter maintenant le second intervenant pour que les questions interviennent à la fin. Je pense qu'une initiative comme celle-ci, de créer un État alors que l'État du Congo existe déjà, demande d'abord du courage, mais deuxièmement, reflète aussi un mal-être, comme l'a dit Sébastien Ationgo tout à l'heure, un mal-être dans ceux qui ont eu cette initiative et surtout une difficulté à vivre ensemble avec les autres. Au début, quand j'ai dit aux gens que je viens intervenir ici, on m'a dit, serais-tu pour les sécessions? Je dis, pas forcément, je ne le suis pas, mais j'ai un message à apporter qui peut permettre aux partisans ou non de cette nouvelle façon d'entrevoir la politique chez nous, de trouver une voie. Voilà pourquoi je suis là. Donc le thème de la conférence de presse qui nous réunit, c'est bien le pouvoir collégial et la présidence tournante. Et il m'a été demandé, entre autres, de présenter la fédéralitude. Donc de ce fait, mon exposé va s'articuler autour de trois axes. Le premier, évidemment, c'est la fédéralitude comme modèle institutionnel de gestion de nos États en Afrique. Le deuxième point, ça va être le gouvernement collégial, c'est dans le titre. Pourquoi gouvernement collégial? Et enfin, la présidence tournante. Donc, qu'est-ce que c'est que la fédéralitude? On va faire un peu d'étymologie, si vous permettez, et même un peu de philosophie, bien que j'ai un collègue philosophe à ma droite. Il me semble fondamental de revêtir l'esprit de la lettre que j'ai préparée pour bien comprendre la lettre elle-même. Ceux qui n'ont pas l'esprit de la lettre, en général, l'interprètent mal parce qu'ils ne savent pas pourquoi nous entreprenons certaines démarches. Donc, il faut clarifier les choses. Le mot fédéralitude est un néologisme. Il n'existe pas. Il n'existait pas avant le 20 juillet 2014. Il n'existait pas. Ça s'appelle un néologisme. Mais il est composé de deux parties familières, une racine fédérale et une terminaison, un suffixe, qui est itude et que l'on retrouve dans les mots tels que attitude, habitude. Pourquoi? On peut faire une analogie avec un autre mot qui a sensibilisé les générations que nous sommes et celles qui nous ont précédées, c'était la négritude. Pour rappel, la négritude est un courant littéraire et politique qui a été créé durant l'entre-deux-guerres et qui rassemblait les écrivains francophones de peau noire. Je vais vous les citer. Il y avait Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran, Damas, Guy Tyrolien, Birago Diop, René Depestre, pour ne citer que cela. En fait, c'était des gens déjà qui s'insurgeaient contre le colonialisme. C'était des anticolonialistes. Et la conséquence de tous ces mouvements, c'est que dans les années 60, on a eu les indépendances. Mais le mouvement ne s'est pas cantonné qu'à l'espace francophone. Il a fait boule de neige, puisque les Africains, il n'y a pas que les francophones qui ont été colonisés. Il y a les anglophones, les lusophones, et on trouve même des hispaniques. Donc, la négritude a touché le monde anglo-saxon et ça a donné le black nationalisme, c'est-à-dire le nationalisme noir. La négritude, pour résumer, est un courant qui exaltait l'identité nègre. Négritude. La fédéralitude est un courant de pensée qui exalte un nouveau mode de gouvernance adapté aux États multiculturels et multiethniques issus de la colonisation et qui sont aujourd'hui en proie à l'instabilité institutionnelle. Voilà ce qui caractérise nos pays, l'instabilité institutionnelle. On a des institutions, mais on se demande d'abord qui les a élaborées,
sont-elles stables? Font-elles la satisfaction de ceux pour qui ils sont en place? Voilà des questions. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas douter, c'est qu'il y a une instabilité institutionnelle en Afrique. Les coups d'État, c'est une preuve d'instabilité institutionnelle. Celui qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, c'est une preuve d'instabilité institutionnelle. Parce qu'il parle sur la base d'impact et il ne le respecte pas. Donc, ce mode de gouvernance basé sur le fédéralisme, la fédéralitude, est fondé sur, je reprends, le fédéralisme. Mais le fédéralisme, ce n'est pas un mot savant. Fédérer en français, c'est très simple. C'est rassembler, c'est réunir, c'est mettre ensemble, permettre aux gens de dialoguer, de vivre ensemble et d'avancer ensemble. Donc, la fédéralitude est en quelque sorte l'appel à l'incarnation d'une attitude fédéraliste en chacun de nous, en tant que citoyens de nos États actuels. Certes, je vais faire un peu d'histoire. Ces États sont nés d'un découpage artificiel réalisé à Berlin en 1884 et 85. Mais je vais appeler votre attention. Berlin a payé son tribut. Je ne sais pas si vous le savez, Berlin a payé son tribut. Pourquoi? Monsieur pose une bonne question. C'est la seule ville qui a été partitionnée, coupée en deux. C'est la ville où on a divisé l'Afrique et c'est la ville qui a été divisée en deux, coupant l'Europe en Europe de l'Ouest en quelque sorte et en Europe de l'Est. Ils ont payé leur tribut. La même chose qui nous est arrivée, des familles, des tribus, des clans coupés en deux, eh bien c'est arrivé aux Berlinois. Ça s'appelle des lois de karma, des lois d'action-conséquence, de cause-effet. Le mur de la honte, c'est comme ça qu'on l'appelle, sa construction a commencé la nuit du 12 au 13 août 1961, c'est-à-dire exactement un an après la vague des indépendances en Afrique francophone. La vague des indépendances. Et si vous regardez bien, souvent, le Gabon, c'est le 17 août, le Congo, le 15, ainsi de suite. On distribuait les indépendances parce qu'il y avait déjà eu des remises en question. Et un an après, Berlin est coupé en deux. Les Allemands de l'Ouest ont appelé ce mur le mur de la honte. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le mur s'est écroulé aussi le 9 novembre 1989 sous la pression des manifestants de l'Allemagne de l'Est et à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes. Causé lui-même, cet effondrement, par la perestroïka, c'est-à-dire les réformes économiques et sociales que Gorbatchev avait initiées. Aujourd'hui, l'Allemagne est politiquement réunifiée et c'est un État économiquement fort qui tire l'Union européenne vers la fédéralisation. Voilà le lien avec le fédéralisme et notre histoire. Ils ont payé leur tribut, ils ont réparé. Et en Afrique, ma question est la suivante, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? En Afrique, la déflagration consécutive à la chute du mur de Berlin, c'est difficile qu'un mur tombe sans déflagration, avait provoqué des révoltes qui permirent à l'époque l'instauration ou, dans certains cas, le retour du multipartisme. C'était dans les années 91-93. À l'époque, on avait parlé d'un vent venu de l'Ouest. Et les vents, en général, font les dégâts. Mais après 25 ans, nous sommes en 2015, je crains que on soit resté au stade du vent, un vent qui souffle, qui est passé. Qu'est-ce qu'on constate? Les mêmes problèmes qu'on a dénoncés à cette époque sont en train de revenir. Ils sont là, des présidents qui se maintiennent au pouvoir, des constitutions qu'on viole, des coups d'État, j'en passe. On continue en quelque sorte de dénoncer les régimes autoritaires au point que l'Afrique risque de connaître des éclatements de ces États issus de la colonisation. C'est arrivé déjà au Soudan, il n'y a pas longtemps. Et là aujourd'hui, quand j'entends les collègues, les frères du Congo parler du Congo du Sud, alors que
officiellement, c'est un Congo qui existe. Je dis, il y a un problème. Il faut qu'on aille plus loin. Et on doit aller plus loin, mais très vite. Très vite. Chères sœurs, chers frères, les Allemands ont fait leur part. Ils ont fait leur part. Les Européens ont fait leur part. Ils ont arrêté leur guerre. C'était des peuples qui se bagarraient. Et je vous rappelle qu'en 2012, le prix Nobel de la paix a été décerné, vous savez à qui? À l'Union européenne. Alors qu'habituellement on décerne le prix Nobel à des individus. Mais là on l'a décerné à l'Union européenne, tirée par les Allemands et les Français. Parce que cette union œuvre pour la paix. Nous devons faire notre part. Et pour cela, il faut avoir des ambitions à la fois grandes, mais positives. Pour nos pays qui sont riches par leurs hommes, riches de leur culture, riches de leurs ethnies, pas seulement riches de leur sol. Pour moi, la richesse du sous-sol, l'Europe aussi a eu ses richesses. Il y a eu le pétrole ici, le manganèse peut-être, il y a eu le charbon, enfin, il y a eu tout ce que nous avons aujourd'hui dans nos pays. Donc, la fédéralitude, pour revenir à la fédéralitude, propose un modèle de gouvernance qui est basé sur les bonnes pratiques démocratiques. Puisque je vous ai dit, les autres ont fait leur part, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Eh bien, nous devons regarder autour de nous et prendre, comme les Romains le faisaient, ce qu'il y a de meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? C'est là, sous nos yeux. Alors, il y a des modèles démocratiques qui ont fait leurs preuves en matière de paix, de préservation de la diversité, de protection des minorités. Et ces principes-là se traduisent politiquement par des principes techniques que je vais maintenant vous citer. Il y en a 4 et qui constituent les 4 piliers de la fédéralitude. Si vous en enlevez un, c'est comme si vous voulez construire une table qui a 3 pieds. Elle ne va pas tenir. Le premier principe, c'est le fédéralisme et la subsidiarité. 2. Le deuxième principe, c'est le gouvernement collégial, la présidence tournante. 4, c'est la démocratie directe et participative. Et enfin, 4 plutôt, c'est une armée citoyenne qu'on appelle armée de réservistes, parce que ce ne serait plus une armée centralisée par une caste. Mais le principe serait celui des citoyens soldats. Donc, de ces 4 principes, pour ne pas m'étaler, je vais essayer maintenant de me centrer sur celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui du gouvernement collégial, la présidence tournante. Alors, le gouvernement collégial, quand on parle de gouvernement collégial, l'Africain actuel pourrait penser que c'est un concept nouveau. Moi, je suis un curieux. Et quand je lis les travaux d'archives du prêtre et écrivain gabonais André Raponda Walker, qui a vécu de 1871 à 1968, pour bien dire qu'il a fait le lien entre l'ancien monde et le nouveau, et vous savez que les prêtres étaient des grands observateurs de nos sociétés. Lui, c'est un prêtre gabonais, donc en Afrique centrale, dont la capitale de l'AEF était Brazzaville. Il a beaucoup écrit sur nos peuples, nos ethnies, d'où est-ce qu'ils viennent, etc., comment est-ce qu'ils étaient gouvernés, dirigés et autres. Alors, quand je lis Raponda Walker, je découvre que la pratique collégiale existait déjà. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Je vais prendre un raccourci, avancer, aller à l'essentiel. Nous perdons souvent ces traces, je le rappelais, les traces de notre histoire par manque de curiosité. C'est pourquoi je me suis permis de dire qu'avec la curiosité, nous pouvons retrouver beaucoup de choses chez nous. Mais la plupart de nos compatriotes nous disent souvent qu'ils sont modernes, les Africains bien ça, hommes comme femmes. Donc, si je me positionne comme homme ou femme du monde dit moderne, on ne peut pas ne pas s'intéresser à un État qui existe depuis l'an 1291, ça fait plus de 700 ans. C'est l'un des plus vieux États au monde. Cet État, comme nous, comme les nôtres, se caractérise par des peuples, des langues, des cultures, des religions différentes. Chez eux, il y a des Germains, des Italiens, des Romans, des Romanches, des protestants, des catholiques, tout ce qui fait le microcosme, la diversité et des choses qu'on retrouve chez nous.
Un pays comme le Gabon, il y a une cinquantaine d'ethnies, les religions n'en parlent pas, il y a le Bouiti, le Bieri, plus les catholiques, les protestants et tout ce qui est en train de s'ajouter, l'islam et autres. Donc, cet État, pour revenir aux bonnes pratiques, a expérimenté depuis des décennies la gouvernance collégiale à présidence tournante, depuis 1890. Cet État, vous le connaissez tous, c'est la Suisse. J'en suis arrivé là après avoir fait un ensemble de projets, de recherche. Depuis 2007 que je travaille sur ces sujets. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un gouvernement, puisque nous parlons de gouvernement collégial? Qu'est-ce qu'un gouvernement? Et pourquoi collégial? Il est important de rappeler que les États de droit moderne reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs et l'indépendance des trois pouvoirs fondamentaux qui sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C'est important de le rappeler. Le législatif élabore les lois, l'exécutif les exécute et le judiciaire rend en quelque sorte la justice et les tribunaux. Si on ne sait pas ce qu'on revendique, on sera comme les paysans au Moyen-Âge en Europe qui étaient face à un roi qui détenait tous les pouvoirs et il a fallu attendre le siècle des Lumières pour leur dire attention, on peut séparer les droits, les pouvoirs, parce que si on les laisse aux mains d'une seule personne, il fait ce qu'il veut. Donc nous, Africains, il faut qu'on se cultive et qu'on comprenne que ces trois pouvoirs doivent être réellement indépendants. Donc chacun de ces pouvoirs est exercé par une autorité différente et indépendante. Et l'autorité qui exécute les lois, chez nous, on la connaît comme étant le gouvernement. Et dans les systèmes démocratiques modernes, c'est le gouvernement qui exécute les lois. Il a pour compétence d'appliquer, de mettre en œuvre les lois adoptées par le Parlement, entité indépendante, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, chez nous. Et dans nos États, en général, le gouvernement englobe le président de la République, le Premier ministre, les ministres et autres. Je voudrais illustrer cela, mais avant, puisque j'ai dit ce qu'était un gouvernement, je vais rapidement dire pourquoi nous parlons de gouvernement collégial. Le pouvoir exécutif est composé dans un gouvernement collégial, non plus selon le schéma président, premier ministre et ministre, mais de pairs, donc des gens qui ont des rapports d'égal à égal et qui travaillent en quelque sorte en équipe dans des échanges humains, adultes, et prennent les décisions après discussion, après consentement. Chez nous, on appelait ça l'arbre à palabre. Donc voilà comment fonctionne un gouvernement collégial. Dans le cas de la Suisse dont j'ai parlé tout à l'heure, le pouvoir exécutif est détenu par le Conseil fédéral. Vous voyez déjà, ils emploient le terme fédéral. Conseil fédéral. Ce conseil est composé de 7 personnes, élues pour 4 ans par l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les deux chambres réunies, la chambre basse et la chambre haute, l'équivalent chez nous du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et chaque membre du Conseil fédéral, le Conseil fédéral, c'est-à-dire ce gouvernement qui dirige, a un département de l'administration que chez nous, nous appelons les ministères. La présidence tournante, maintenant, c'est le troisième point de mon exposé. Dans un régime politique à présidence tournante, contrairement à ce qui a cours dans nos États actuels en Afrique, la fonction de présider, le rôle de président va être assumé de manière rotative, successive, par les membres du collège. Je vais illustrer par la bonne pratique qui a cours en Suisse. Excusez-moi de vous parler de ce pays, mais je suis vraiment navré de constater que dans tous les livres d'histoire que je lis, on nous présente souvent deux grands modèles. Le régime parlementaire, on vous parle des Anglais, et le régime présidentiel, on vous parle des États-Unis. Et nous, dans tout cela, on a un régime présidentialiste qu'on a hérité, c'est d'ailleurs De Gaulle qui l'a mis en place en Afrique dans les années 60, et sorti de là, tout le monde reste dans ce canevas. Alors, soyons curieux. Et donc, la fonction de présidence dans la Confédération en Suisse. J'ai été surpris le 19 avril du mois dernier, il y a un journaliste du journal Le Monde qui a sorti un article dont le titre est « Pourquoi le nom, ou plutôt le président
de la Suisse n'est pas connu. Vous pouvez le trouver sur le net. C'est Le Monde qui l'écrit, il n'y a même pas un mois. Donc c'est que l'idée est en train de commencer à être brassée. Donc en Suisse, la présidence est une fonction. Celui qui assume cette fonction est ce qu'on qualifie de primus inter pares, c'est-à-dire que le premier parmi ses pairs. Il fait partie d'un collège. Ce sont ses pairs. Il est le premier parmi ses pairs. Il est élu parmi ses pairs pour un an par le Parlement, Assemblée fédérale, et donc l'Assemblée fédérale, qui réunit ces deux chambres et l'Élise. Ce n'est, contrairement à ce que suggérerait son titre, il n'est pas le chef de l'État. Celui qui assume la présidence de la Confédération n'est pas le chef de l'État. C'est l'ensemble du Conseil fédéral qui assume la fonction de chef de l'État. Et nous savons que l'intelligence collective est toujours supérieure à l'intelligence d'un individu, aussi doué soit-il. Et le risque même de se confier aux gens trop doués, c'est que par moments, ils dévient. Il n'y a pas de chef de gouvernement, mais un collège qui prend toujours les décisions en commun. C'est par exemple, le Conseil fédéral qui accueille les chefs d'État étrangers lors de leur visite officielle en Suisse. Chez nous, ça se passe par moments 2 à 2. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'ils ont vendu le pays? Est-ce qu'ils ont vendu le peuple? On n'en sait rien. Là, c'est un collège. Par tradition, quand même, hein, on confie en Suisse un certain nombre de tâches et de fonctions au président de la Confédération pendant son année de présidence. Par exemple, je vais vous les citer, il dirige les séances du Conseil fédéral. Eh bien oui, si on se réunit à 7, il faut bien quelqu'un qui dirige la réunion, arbitre au besoin la discussion. Il assume certains devoirs de représentation durant son mandat. Il prononce aussi traditionnellement le discours télévisé et radiophonique pour la nouvelle année et aussi pour la fête nationale du 1er août. Il accueille le corps diplomatique, les émissaires étrangers qui viennent en Suisse à l'occasion de cette fête, donc du Nouvel An, au Palais fédéral. Depuis les années 90, la règle veut que le président de la Confédération entreprenne des voyages officiels à l'étranger, pour ne pas payer le billet pour tout le monde, si on veut. Il œuvre fortement aussi pour les bonnes relations avec les cantons. C'est ce que disait mon Sébastien tout à l'heure, mon collègue et confrère à côté. C'est qu'il doit avoir ce lien entre l'État central et les régions, et les peuples et les ethnies. Celui qui assume cette fonction, eh bien, il joue ce rôle-là d'arbitrage. En cas d'urgence, il a la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles, c'est-à-dire provisoires. Il peut décider à la place du Conseil fédéral s'il n'est pas possible de le réunir en séance ordinaire ou extraordinaire immédiatement. Voilà. Il est secondé par un vice-président qui lui-même a été élu par la même assemblée dans le groupe. Bref, je ne vais pas tout lire pour ne pas vous prendre trop de temps, puisque le discours sera mis sur le net, vous pourrez le prendre. Il faut noter aussi qu'en Suisse, il y a un état-major qu'on appelle la chancellerie, qui, elle, va s'occuper de tout ce qui est, en quelque sorte, secrétariat de ce gouvernement. On va conclure. Je vais conclure en disant ceci. On a souvent l'habitude de dire chez nous que le chemin qui mène à l'enfer est jalonné de bonnes intentions, est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que par moments, nous prenons certaines idées avec la meilleure intention possible et elles nous mènent à l'impasse. C'est pour cela que je vais conclure cette intervention par 2 points. Le premier point, ce sont les motivations et le deuxième, c'est la méthodologie. Les motivations. En quelque sorte, pourquoi recourir à une gouvernance collégiale à présidence tournante? C'est la question que vous poserez à Robert, qui a fait d'ailleurs une émission cette semaine sur Africa numéro 1. Pourquoi recourir à une gouvernance collégiale? Mais ça paraît évident. On est satisfait de ce qui se passe aujourd'hui. Et parmi les motivations donc fondamentales, il y en a 2. La nécessité de garantir une certaine équité dans la conduite des affaires publiques et communes entre les différentes entités qui constituent nos États. Les entités, c'est les ethnies, c'est les régions, voilà, c'est ça les entités dans nos pays. Et deuxièmement, c'est le souci
d'éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne, ce qui caractérise les régimes dictatoriaux et qui caractérisait ce qu'on a appelé avant la révolution de 1789 en France et en Europe en général, les monarchies absolutistes qui concentraient tout. Pour terminer, pour illustrer ce côté motivation, je vais vous lire l'expérience suisse, rapidement. C'est le dictionnaire historique de la Suisse qui dit que les pères de la Constitution étaient des membres de gouvernements cantonaux, hommes enclins au compromis et plus pragmatiques que portés sur la cohérence théorique. C'est-à-dire que la Suisse avant, au gouvernement, c'était les représentants de tous les cantons, donc de toutes les régions, qui se mettaient ensemble pour prendre les décisions d'intérêt général. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on lit Raponda Walker, on découvre par exemple que dans le peuple pongouin, qui se trouve aujourd'hui là où est bâtie la capitale Libreville, à l'estuaire au Gabon, il y avait des clans, et chaque clan, les Adoni, les Akekaza, etc., chaque clan avait son chef. Et ces chefs-là se retrouvaient souvent ensemble pour prendre des décisions qui concernaient le groupe en général, l'ethnie en général. Donc on retrouve la même logique. Mais c'était des hommes sages, des gens choisis, respectés dans chaque clan. Ils n'étaient pas velléitaires. Velléitaires, c'est des gens qui aiment le conflit, qui aiment le sang, qui aiment la discorde. Un homme qui aime son État ne peut pas permettre qu'il soit chassé. Que pour partir du pouvoir, il faut toujours qu'il y ait affrontement entre ceux qui ne l'aiment pas et ceux qui le gardent avec des fusils. Il n'était pas velléitaire. Il faut connaître cet esprit. Fédéralitude, attitude fédéraliste. La situation politique à l'époque générale, au printemps de 1848 en Suisse, avait permis de se mettre avec détermination à l'œuvre et de concevoir en quelques semaines la première constitution de l'État fédéral suisse. Alors qu'il fonctionnait de manière confédérale depuis 1291. Les pères de la Constitution voulaient éviter que le pouvoir ne soit concentré entre les mains d'une poignée d'hommes et encore moins entre celles d'une seule personne. Ainsi fut instaurée la présidence de la Confédération dont la durée du mandat fut limitée à 1 année. Aujourd'hui, bon, je vais vous passer ces détails. Au début, ils ont voulu, même dans ce groupe, pour choisir celui qui allait diriger la Suisse, on cherchait le meilleur. Alors le meilleur, on tombe très vite dans la subjectivité. C'est celui qui parle bien, c'est celui qui influence le peuple, etc. Et ça a commencé à créer encore des petits problèmes à l'intérieur du collège. Parce que l'homme et l'homme, il y a des jalousies. Si on est là 4 et que vous devriez me lire parce que, je vais faire une blague, j'ai le teint clair, les autres ne vont pas être contents. Hein? Ou parce que je parle très fort, les autres ne vont pas être contents. Donc on a établi des règles beaucoup plus équitables à partir de 1890. En Suisse aujourd'hui, dans le collège, on dit ceci, est président, donc le représentant du collège, le plus ancien dans le collège. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire le plus vieux. Le plus ancien, parce qu'il y en a qui peuvent commencer, si M. Mationgo, demain l'État du Sud Congo a un collège et que lui il a commencé la politique à un âge, enfin après 50 ans, et qu'il y a un jeune de 30 ans qui est dans le collège, mais qui arrive avant lui, ben, il est avant lui. Lui s'est décidé après malgré son âge. Donc voilà des critères un peu, on va dire, plus pacifiques, objectifs. Je vais terminer en disant que par ce système-là, nous pouvons amener toutes nos ethnies, en quelque sorte, à d'abord être dans le collège, parce que c'est fondé sur non plus la démocratie numéraire, la démocratie du plus nombreux, hein, la démocratie proportionnelle, mais la démocratie de concordance. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que dans le groupe de 9 ou 7 ou 5 ou 6, selon ce que vous allez décider, est-ce qu'il y a un représentant de telle ethnie, il y a un représentant de telle ethnie, de tel parti, de telle religion. Ok? Évidemment, vous me direz, si on a 20 ethnies, on n'aura pas 20 ethnies si on a un collège de 7. Mais au prochain tour,
L'ethnie qui n'était pas va être intégrée. C'est un roulement. Et quand vous allez sur le site internet des Suisses, vous trouvez quoi? Ce n'est pas un président qui a mis 50 ans, comme on le voit chez nous, et tout le monde est content. C'est chaque année, voilà un président, et chacun dit, ah ben lui il est de ma région, lui il est de mon village, etc. Donc, c'était ça les motivations. Je vais conclure par la méthodologie. La méthodologie, ça va être très court, c'est très important. Pour réussir une gouvernance collégiale, il va falloir que vous fixiez des critères de choix des membres. Est-ce que c'est l'ethnie, la religion, les régions, les partis politiques? Définir les missions de chaque membre. Définir les missions du président par rapport aux autres. Hein, il doit être un primus inter pares, mais qu'est-ce qu'il fait le plus par rapport aux autres? Définir les règles de rotation. Est-ce l'ancienneté au gouvernement, hein, à ce gouvernement-là? Définir les règles de prise de décision collégiale. En Suisse, par exemple, même si on n'est pas d'accord, on essaie, quand on a fini, quand on sort de là, on ne parle plus que d'une seule voix. Parce qu'aujourd'hui, lui peut avoir raison, demain c'est moi qui vais avoir raison, mais il faut que les parents, ce qui symbolise l'unité nationale, parlent d'une même voix. C'est comme dans un foyer, si papa et maman ne parlent pas de la même voix, les enfants commencent à profiter de ce désordre. Donc, les règles de prise de décision collégiale, définir les règles même de prise de parole au cours des réunions. En Suisse, tout ça est défini. Dans quel ordre parle-t-on? Qui parle après qui? Comment s'adresse-t-on aux autres? Eux, quand ils commencent les réunions, si ici nous nous appelions Sébastien, Robert et Mawawa, quand on arrive en réunion, on s'appelle, on prend la solennité, parce que chacun n'est pas là parce qu'il s'appelle Robert ou José. Il est là parce qu'il représente quelque chose d'important pour la nation. Donc, monsieur le conseiller de la défense. Donc, il va parler maintenant en tant que conseiller de la défense. Il oublie qui il est. Donc, c'est des règles de fonctionnement. Et puis, dans ces règles-là, qui commence à parler, c'est celui qu'on a appelé président. Ensuite, le département, si c'est la sécurité, celui du département de la sécurité. Si c'est des affaires sociales, celui des affaires sociales. Et puis, le chancelier peut amender des éléments par rapport à cette réunion. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour l'écoute. Et la fédéralitude est là pour vous, pour nous, pour l'Afrique. Merci. Sur les motivations, je sais que tu aurais pu le dire, mais oui. Il y a aussi la sacralité de la vie et la dignité. Parce que la vie est supérieure de la politique. Voilà l'énoncé. Et je pense que ce qui nous fait mal dans ces affaires-là, c'est qu'on meurt beaucoup, et pour rien, on est sacrifié. Et donc cette question de la sacralité de la vie est une question importante des motivations. Ce que dit, merci l'ami, qui est philosophe de formation, politologue, est très important. La Constitution suisse, par exemple, commence par une phrase « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». C'est la première phrase du préambule, et le préambule, c'est le chapeau de tout texte de droit, d'accord, de contrat, au nom du Dieu Tout-Puissant. Et à partir de là, tout se décline. Et dans cette Constitution, vous ne trouverez pas la République est une indivisible. Il n'y a même pas le mot République dans cette Constitution. Or, chez nous, il est galvaudé. La République est une et indivisible. Pour qui? Comment? Ça a commencé comment? Ça finit comment? Bref. Donc, ce qu'il dit, c'est la sacralité de la vie. À partir du moment où je sais qu'en chacun, il y a une étincelle divine, nous sommes création, eh bien, si je respecte Dieu, je dois respecter mon prochain. Merci.